Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h, c'est donc le retour de votre émission Le Magal West sur Westrack Radio. Ce soir, une émission placée sous le signe de la culture, de la solidarité et de la musique. Avant tout, un petit point météo pour ce soir et demain, histoire de savoir si vous pourrez profiter du week-end en extérieur. On retrouvera aussi notre agenda culturel de la semaine, où vous pourrez découvrir tous les événements à ne pas manquer, de la musique à l'art, en passant par les expositions. La Ferrarock revient avec son partenaire de la semaine, le groupe Biche, qu'on va découvrir ensemble. Dans le reportage du jour, Camille nous parle de l'association Transfert LH qui propose des séances de cinéma pour sensibiliser à la solidarité. Et enfin, notre chronique Dans ton quartier, on part à la découverte du festival Déviation au volcan du Havre. Restez donc bien à l'écoute, l'émission démarre après la météo et le flash info local. Avant de commencer, un rapide point météo pour ce soir et demain. Tout d'abord pour votre journée aujourd'hui, possible averse en fin de journée. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h41. On gagne 3 minutes uniquement de soleil sur notre journée. Actuellement, quelques risques de pluie sont annoncés. La température va être fixée à 8 degrés, ressenti 4 pour la fin de journée et le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h direction nord-nord-ouest. En soirée, les nuages seront absents. La température devrait être aux alentours de 7 degrés, ressenti 4. Le vent, lui, atteindra en moyenne les 18 km/h et sera tourné vers le nord-ouest. Pour votre journée de demain et pour ce week-end, eh bien, c'est le retour du soleil et ça, heureusement, à quelques risques de pluie tout de même pour votre après-midi de demain mais aussi de dimanche. Alors le soleil se lèvera à 7h42 et se couchera à 18h42 pour demain. Samedi, il y aura un beau soleil, la température sera comprise entre 3 et 9 degrés. La température ressentie oscillera entre 0 et 4 degrés. Il y aura un vent aux alentours de 24 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 28 km/h. Vous pourrez constater un taux d'humidité relative de l'air à 75%. Pour la journée de dimanche, le ciel sera complètement dégagé. La température dimanche sera de 3 degrés, ressenti 9, température ressentie 0 et 4, niveau vent des alentours à 20 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 27 km/h pour la journée de dimanche. Tout de suite, place à l'information locale avec une attention particulière à la poursuite encore de l'opération Port-Mort au Havre et puis une porte ouverte à Montivilliers dans l'hôpital Jacques Monod. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le flash info local de ce vendredi 28 février 2025. Blocage du port, la CGT maintient la pression. Le port du Havre a été paralysé hier par une nouvelle journée de grève des dockers et travailleurs portuaires. Tous les terminaux de commerce ont été bloqués dès 6h30, entraînant d'importants bouchons en ville. La CGT réclame toujours la non-application de la réforme des retraites pour cette profession et prévoit de nouvelles actions en mars, dont une nouvelle opération Port-Mort le 18 mars prochain. Solidarité, un convoi humanitaire pour l'Ukraine. Le 27e convoi de l'association Les Convois d'Irina est en route pour l'Ukraine. Grâce à une mobilisation locale, 86 mètres cubes de matériaux ont été chargés hier au Havre. Lits, vêtements, nourriture et équipements médicaux destinés aux orphelinats et hôpitaux ukrainiens. C'est la première fois que l'intégralité du chargement provient du Havre. Une porte ouverte à la maternité de Jacques Monod. Samedi 1er mars, la maternité du groupe hospitalier du Havre ouvre ses portes aux futurs parents de 10h à 16h. Au programme, visite des locaux, échange avec les professionnels et 2 tables rondes sur l'accouchement et l'anesthésie péridurale. En parallèle, une exposition artistique sera inaugurée au sein du pôle gynécologie obstétrique. À Montivilliers, un mur d'expression pour les graffeurs. Le skatepark de Montivilliers accueillera bientôt un mur d'expression libre réalisé par les élèves du CFA bâtiment Le Havre Baie de Seine. Ce mur de 4 mètres sera inauguré le 17 mai lors d'un événement public. Un concours est lancé pour sélectionner les premiers graffeurs qui auront l'honneur d'y apposer leur création. Plus d'informations sur la page Facebook de la ville de Montivilliers.
Et enfin, une rencontre littéraire avec Bérénice Pichat à Guenneville. L'autrice havraise Bérénice Pichat présentera son roman La Petite Bonne ce samedi 1er mars à la bibliothèque communale de Guenneville. L'occasion pour les lecteurs d'échanger avec elle sur son œuvre qui plonge dans l'histoire d'une domestique confrontée à un choix bouleversant. C'était votre flash local de ce vendredi 28 février. Restez avec nous, place à l'information nationale. Bonsoir à tous. La préfecture de La Réunion annonce un 3e décès lié au passage du cyclone Garance. Cette dernière victime est une mère de 3 enfants qui a été ensevelie sous la boue sur la commune de Trois-Bassins. Plus de 180 000 foyers, soit près de la moitié de la population réunionnaise, sont privés d'électricité. L'alerte rouge cyclonique sera levée demain à 10h, heure locale. 100 pompiers de la sécurité civile en provenance de la métropole sont attendus ce week-end. Joël Le Scornec reconnaît des abus sexuels sur sa petite fille. L'ex-chirurgien l'a avoué cet après-midi lors de son procès où il comparait pour violences sexuelles sur près de 300 patients, souvent mineurs. Dans les carnets saisis par la justice où il décrivait les sévices infligés à ses victimes, Joël Le Scornec décrivait longuement avoir fantasmé sur sa petite fille. La taxe lapin ne verra pas le jour, elle vient d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Cette mesure, inscrite dans le budget de la sécurité sociale, permettait aux médecins dont les patients n'ont pas honoré un rendez-vous d'exiger le paiement d'une pénalité. Mais la nature de cette pénalité n'a pas été précisée, ce qui conduit le Conseil constitutionnel à rejeter le dispositif. La mairie de Paris sera jugée pour homicide et blessures involontaires dans l'affaire de l'explosion de la rue de Trévise. Un drame qui avait fait 4 morts et plus de 200 blessés il y a 6 ans. L'information judiciaire a mis en évidence des fautes d'imprudence et de négligence de la ville. L'affaissement d'un trottoir avait entraîné la rupture d'une canalisation de gaz. Une rencontre Volodymyr Zelensky-Donald Trump aujourd'hui à Washington. Le président ukrainien et son homologue américain doivent évoquer l'accord sur les minerais. Un accord qui donnerait le feu vert aux États-Unis pour l'exploitation des richesses minières ukrainiennes. Une façon pour le gouvernement américain de récupérer l'aide financière apportée à Kiev depuis le début du conflit avec la Russie. L'Ukraine concentrerait quelques 5% des ressources minières mondiales. Et puis le foot avec le début ce soir de la 24e journée de Ligue 1. En ouverture, Monaco reçoit Reims. Coup d'envoi de la rencontre 20h45. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. À présent, place à l'agenda des événements à venir cette semaine. De l'art au concert, il y en a pour tous les goûts et on vous dit ça ensemble tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, Allez la bise, c'est un spectacle de Thomas Marty. Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions. Comment devient-on un pré daron ? À quel moment tu préfères le confort au style, avec simplicité et une pointe de nostalgie ? Vous retrouvez ce spectacle au Carré des Docks à 20h. Ce soir, tarifs 36 et 39 €. Réservation sur le site des Carrés des Docks. Un concert ce soir au Tetris avec Orange Blossom. Orange Blossom incarne une musique aux influences arabes et occidentales à la croisée entre le rock et l'électro. Ce spectacle, c'est à 20h au Tetris. Le tarif est de 29 €. Et puis on va aller plus loin, direction le week-end avec une conférence à Fécamp. Les amis du Vieux-Fécamp et du Pays de Caux organisent une conférence ouverte à tous. Les Clos Masures à l'heure du changement climatique, des lieux résilients, régulateurs du climat. Cette conférence, c'est samedi à 15h à l'Oasis, rue des Frères Macotte. La participation est de 8 € pour les adhérents et 10 € pour les non-adhérents. C'est gratuit pour les étudiants. Harfleur, la Reine des Glaces, c'est une comédie musicale. 6 artistes sur scène jouent la comédie et chantent en direct les chansons de la Reine des Neiges. Les enfants et les parents sont émerveillés par la troupe de la Reine des Glaces, cosplay et roleplay du célèbre dessin animé. C'est à 14h30 à la Forge d'Harfleur, tarif 25 et 29 €. Réservation au 02 35 13 10 09. Et puis à Montivilliers, la bibliothèque de la ville au Blé à l'Abbaye, la bibliothèque Condorcet, propose des visites thématiques régulières qui permettent de découvrir ou redécouvrir la halle au Blé, aujourd'hui disparue grâce à des documents exceptionnels issus du fonds patrimonial. Ce rendez-vous, c'est samedi à 14h30 à la bibliothèque Condorcet.
Réservation au 02 35 30 96 10. La Ferrarock est de retour pour cette fin de semaine et on découvre pour une dernière fois Biche et leur album du même nom, Biche. On va découvrir 2 titres de cet album. Juste après, Camille nous parle de Transfert LH, une association qui propose des séances de cinéma ouvertes à tous et surtout pour les personnes sensibles ou les personnes atteintes d'un handicap. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est Déviation, un festival du volcan qui sera le sujet pour la chronique Dans ton quartier. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Biche est sorti le 7 février 2025 chez Sava Sound, un album pop partenaire Ferrarock cette semaine jusqu'au 2 mars 2025. Après plus de 3 ans de studio, d'expérimentation et de réflexion autour de l'identité sonore de Biche, Alexis Fugain, Thomas Siburnin, Alexis Croiset et Brice Lenoble ont mis à profit leur expérience individuelle d'interprètes, compositeurs ou producteurs et reviennent avec un deuxième album cet hiver, rompant peu à peu avec le genre vapeureux et library music de la nuit des Perséides, premier album, en faveur d'une musique plus urgente, parfois électronique. Interrogation sur les cycles humains éternels, sans en faire une question existentielle, et par habitude d'être un fonctionnel, par habitude de tout recommencer. Les patterns rythmiques, brodés et répétitifs autour duquel les sons de guitare et de synthétiseurs s'articulent, frénétiques, puisent autant dans la crowd music des années 70 que dans l'indie pop des 90s. La matière, dans la manière de faire le monde et de le défaire aussi, dans des phrases que je ne sais pas dire, dont le sens m'échappe quand il est question d'un sentiment patriotique, j'en ai rêvé, je l'ai aussi. Dans laquelle tout me réussit. Une série monotone de gestes et de rêves dans lesquels je tutoie l'école blanc. Du temps pour dépenser son argent dans des enseignes américaines. J'en ai rêvé,
En français dans le texte, la voix s'affirme et devient centrale, mettant en valeur des paroles qui traitent souvent de la récurrence des choses, dans la continuité du single Discipline, sorti en 2020. Cet album de Biche s'appelle Biche. Il est sorti le 7 février 2025 chez Sava Sound, album pop, partenaire Ferrarock, jusqu'au 2 mars 2025. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Transition musicale avec la Ferrarock et c'est le moment de découvrir un reportage. Celui-ci est signé Camille. Elle nous parle de Transfert LH, une belle initiative qui propose des projections de films pour créer du lien social et sensibiliser autour de la solidarité. Ces séances de cinéma sont surtout adaptées pour les personnes en situation de handicap ou potentiellement sensibles. Des séances avec des sons moins forts, des lumières tamisées, des possibilités de faire des pauses. Camille nous parle de cette association tout de suite. Aujourd'hui, nous accueillons un représentant de l'association Transfert LH, engagé auprès des familles et aidants de personnes en situation de handicap. Grâce à son accompagnement administratif, ses formations et son soutien moral, elle joue un rôle clé au quotidien. Découvrons ensemble ses missions et projets. Bienvenue et merci d'être avec nous sur Westrack Radio aujourd'hui. Merci de m'accueillir et de nous donner la parole. Avec grand plaisir. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association du coup Transfert LH et de son engagement au quotidien ? Qu'est-ce que c'est Transfert LH ? Quelles sont ses valeurs ? Alors, Transfert LH, c'est une association qui a été créée en 2014, donc qui a une petite dizaine d'années aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'animer depuis 5 ans. Et qui a pour principale ambition, en tout cas, c'est d'écouter, d'accompagner, de conseiller des familles qui sont soit en phase de diagnostic, soit qui viennent d'avoir un diagnostic, sachant que nous sommes, j'allais dire spécialisés, mais c'est pas vraiment le terme. On est plutôt concernés par tout ce qui est trouble du neurodéveloppement. Okay. Donc l'autisme, le trouble du déficit de l'attention, la déficience légère. Ok. Voilà. Et comment ça s'articule du coup un petit peu tous les jours ? Quelles sont les actions que vous menez un peu plus concrètement avec ces familles ? Donc vous avez parlé d'écoute, de conseils. Comment ça s'articule Alors bien souvent les familles qui sont en recherche de diagnostic ou qui viennent d'avoir un diagnostic nous sont orientées soit par les structures qui posent des diagnostics elles-mêmes, soit par des assistantes sociales, soit par des enseignants, soit par des services un peu plus spécialisés, soit des mairies, le service handicap de la ville du Havre par exemple, ou des ESMS, donc des établissements et services du médico-social qui orientent ces familles vers nous, puisque nous on a une possibilité, je dirais, un peu plus libre que certaines structures. Donc l'idée c'est de pouvoir écouter, rompre l'isolement, faire savoir qu'il y a d'autres personnes ou d'autres familles concernées sur le territoire, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir donner des orientations vers des structures, vers des services ou des dispositifs qui pourraient accompagner. C'est aussi accompagner dans la rédaction des dossiers MDPH, qui sont un petit peu complexes à rédiger. Voilà. Et est-ce que c'est, parce que j'ai vu que vous proposiez des formations et des sessions d'information, est-ce que c'est par rapport à ça, du coup, un petit peu les formations, par rapport à ce dossier MDPH qui est un petit peu rude ? Ah non, c'est plus vers d'autres structures qui vont accompagner aussi. On peut sensibiliser des structures telles que des accueils de loisirs, des centres de formation, des intervenants dans des écoles de musique ou dans des écoles de théâtre, enfin voilà, dans des structures qui peuvent accueillir aussi des personnes ou des enfants en situation de handicap et qui n'auraient pas les compétences ou les savoir-faire ou les savoir-être pour accompagner sereinement, correctement ces personnes-là. Ok. Alors nous sommes aussi partenaires du Centre Ressources Autisme Seine-Eure, donc qui est basé à Sotteville, qui est une grosse structure officielle qui fait du diagnostic, qui ne fait pas d'accompagnement après diagnostic et qui a dans son cahier des charges de délivrer un certain nombre de formations sur l'autisme en particulier aux familles et aux proches aidants. Et là, sur le territoire du Havre, en particulier, nous sommes référents association familiale et je suis référent parent pour co-animer, co-construire ces formations à destination des familles sur le territoire. Ok.
Et j'ai vu aussi que vous faisiez des apéros transferts, si j'ai bien retenu l'information, qui semble être du coup un moment de partage pour que les familles se rencontrent, j'imagine. Il y a beaucoup de structures qui font des cafés-rencontres. Nous, on a fait le choix de faire des apéros-rencontres. Donc, en fait, c'est des rencontres qu'on essaie de faire le soir en semaine, dans des lieux plus ou moins conviviaux. Le regard zéro pour pas le citer. et le but du jeu, c'est effectivement de faire des rencontres entre les différentes familles que l'on accompagne ou qui nous suivent, en essayant de mettre en place une thématique pour avoir quelque chose, un sujet à développer. Et en général, ces rencontres se passent en 3 temps. Donc un temps où on va donner de l'information sur l'actualité, sur les niveaux dispositifs, sur ce qui se passe sur le territoire. Un deuxième temps où on va faire venir des professionnels extérieurs qui vont venir expliquer ce que eux ils font. Et le troisième temps, c'est un verre à la main, avec ou sans alcool, pour échanger, pour discuter à bâton rompu, que les familles puissent échanger entre elles, se faire des retours d'expérience, ou qu'on puisse répondre à des questions particulières qui seraient posées. On en a fait un en fin d'année dernière sur l'actualité étant, on a fait sur sport et handicap, et on a accueilli 7 structures ou clubs sportifs du territoire qui proposaient des activités sportives adaptées particulièrement aux personnes en situation de handicap, enfants, ados ou adultes. Ok. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un prochain là bientôt ou comment ça... Le prochain, les dates sont pas encore fixées. Ok, pas de souci. Et je pense que la thématique sera peut-être un peu plus ou un petit peu moins rigolote, mais on s'acheminerait plutôt vers les mesures de protection des adultes, par exemple. C'est un sujet qui revient assez souvent et sur lequel on a pas mal de questionnements des familles qui nous suivent. Je me doute. Et d'ailleurs, quand vous parlez de questionnement, est-ce qu'il y a des principales difficultés que vous rencontrez dans vos missions? Comment ça se passe avec les aidants, avec les familles? Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué par rapport peut-être à l'environnement tout autour, j'imagine? Ce qu'on s'aperçoit malheureusement, et c'est pas que nous, c'est d'autres structures aussi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement pérenne sur un certain nombre de sujets, alors que ce soit pour les enfants au niveau de l'éducation nationale, au niveau des instituts médico-éducatifs, donc des structures qui peuvent accueillir, il y a beaucoup de manques. En tout cas, on nous remonte beaucoup de manques de ce côté-là, beaucoup de délais, des difficultés avec les délais de traitement de la MDPH aussi, mais on sait pourquoi, donc c'est en cours de résolution, mais c'est quand même quelque chose qui revient. Et puis, on a des sujets qui nous tiennent un petit peu à cœur. Nous, c'est tout ce qui est l'accès et la pratique d'activités artistiques ou culturelles. Trop chouette. Absolument. Est-ce qu'il y a des projets en particulier dont vous voulez nous parler? Absolument, oui. Alors, ce qu'on fait, une des activités qu'on mène depuis maintenant 3 ans, avec une jeune compagnie de théâtre locale, le Labo Théâtre pour pas la citer. Yes, je les ai déjà rencontrés, ils sont super en plus. Avec un partenariat avec le Conservatoire René Guerre qui nous met à disposition une salle. Et en tout cas, on a une de nos adhérentes qui est la référente handicap du Conservatoire René Guerre, donc ça fait du lien aussi. On fait depuis 3 ans des ateliers, on va dire, théâtre et mouvement, avec une dizaine d'enfants en situation de handicap, alors tout type de handicap, sans restriction aucune, d'une tranche d'âge entre 8 et 17 ans. Et c'est des séances gratuites pour les familles qui ont lieu un samedi tous les 15 jours, hors vacances scolaires effectivement. Donc on commence fin septembre, début octobre, et puis on va terminer en avril, voire mi-mai. Et puis ça donne lieu à une petite représentation pour les familles à la fin de la saison. Alors c'est pas apprendre à jouer au théâtre, c'est pas apprendre à jouer d'un instrument de musique, c'est pas apprendre à sa danse, c'est de faire de façon ludique, de développer, de renforcer les compétences psychosociales de ces personnes-là, de ces enfants, en travaillant sur le placement dans l'espace, la prise de parole, le laisser la parole à l'autre, et je parle quand c'est mon tour. J'apprends
à dire un texte. Voilà, il y a toute une partie de compétences qu'on leur fait travailler, qu'on leur fait apprendre de façon ludique et sans vraiment de contraintes pédagogiques derrière, quoi. Ok, hyper chouette. L'idée, c'est que tout le monde prenne plaisir, que les intervenants prennent plaisir, que les enfants prennent plaisir et que les familles prennent plaisir à la fin de la session avec un petit spectacle, entre guillemets. À découvrir ce Voilà. spectacle. Okay. Donc j'imagine que les inscriptions, elles se font au début de l'année pour que le processus soit entier, ou alors est-ce les inscriptions se font dès le mois d'août, septembre, Okay. pour travailler à partir de fin septembre, début octobre, et le groupe reste... Enfin, on n'accepte personne en cours d'année scolaire. Ouais, c'est ça. C'est un Il faut groupe que qui reste un peu près il faut que le intact groupe reste dans sa complétude du début jusqu'à la fin. Ok. Voilà. La particularité de cette activité, c'est que elle est faite aussi avec des bénévoles étudiants qui viennent de Sciences Po. Hyper chouette. Voilà. Donc en fin d'été, on se déplace à Sciences Po pour aller présenter notre projet. Okay. Et puis on a 1, 2, 3 étudiants qui viennent nous voir et qui conventionnent avec nous pour leur année scolaire. Et en parlant de bénévoles, d'ailleurs, comment on fait pour nous ou les auditeurs, s'ils ont envie de participer un peu à la vie de votre association? Alors on a un site internet. On a une page Facebook, on a un email, on a un numéro de téléphone. Les gens peuvent nous contacter de toutes ces façons-là et puis on répond. Et c'est quoi un peu les missions? Est-ce que vous avez des besoins particuliers, ou est-ce que quelqu'un vient et dans tous les cas il y aura quelque chose à faire, ou est-ce que c'est plus des dons? Alors on va accepter les dons, effectivement, les dons en nature ou en finance. En termes de bénévolat, de disponibilité des gens qui viennent, en fait, sur ce que je viens d'expliquer là, à part 1 ou 2 étudiants qu'on prend, on va pas avoir beaucoup d'offres à faire. Okay. Par contre, on a un autre dispositif qu'on anime sur le territoire, sur lequel on a besoin là de bénévoles. Alors, le dispositif, ça s'appelle Séance Relax ou Ciné Relax. Okay, ouais. C'est une séance de cinéma, une fois par mois, ouverte à tout public, en situation de handicap ou pas. Ça se déroule au Cinéma Les Arts de Montivilliers, avec qui on a conventionné. Le but du jeu, c'est que des personnes qui ne viendraient pas au cinéma parce qu'ils ont peur du regard ou des commentaires que l'on pourrait faire sur les comportements de leurs enfants ou des personnes qu'ils accompagnent. Voilà, le but du jeu, c'est d'amener ces personnes-là, ces familles-là au cinéma pour passer un bon moment comme tout le monde. Dans un cadre de bienveillance. Dans un cadre bienveillant, dans un accueil bienveillant et empathique, avec malgré tout quelques adaptations techniques. Les lumières s'allument et s'éteignent de façon progressive. Voilà, on ne fait pas noir-blanc. On passe par une palette de gris avant que ça s'éteigne complètement. Le son est baissé par rapport à une séance ordinaire. Donc on est à moins 25% par rapport à une séance ordinaire d'un film tout venant. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de bande-annonce avant le film. Donc on attaque directement le film. Il n'y a pas ce temps d'annonce, d'attente avec du bruit, avec de la lumière qui vont gêner certains. Tous les films qu'on propose sont en audio-description, donc pour les malvoyants. Ils sont en sous-titrage SME, donc sourds et malentendants, pour les gens concernés. Le tarif est baissé pour tout le monde, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et cerise sur le gâteau, on est une équipe de bénévoles. Là, on a besoin de personnes, effectivement, de personnel, de disponibilité. On est une équipe en général 8 personnes. On est présent dès le hall du cinéma pour accueillir, pour informer, pour rassurer, pour expliquer le déroulé de la séance, le pourquoi de la séance. On est là pour accompagner dans la salle si nécessaire, pour placer les gens si nécessaire, s'il y a des problématiques de déplacement. On est dans la salle et malheureusement on ne regarde pas le film. On regarde la salle, on regarde les spectateurs et on s'assure que tout se passe bien, ou le mieux du monde pour tout le monde. Si y a des gens qui ont besoin d'exprimer des émotions d'une façon particulière, bienvenue, ils le font.
C'est permis, c'est autorisé, c'est même souhaité. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de sortir pour aller s'apaiser, ou tout simplement pour aller aux toilettes, les bénévoles accompagnent, on ramène dans la salle, on considère qu'il n'y a pas de sortie définitive. Le but du jeu, c'est que tout le monde prenne plaisir à venir au cinéma. Donc ça fait partie aussi d'une façon de mettre en avant la citoyenneté culturelle. De façon à ce que tout le monde puisse accéder à la culture. Donc là, en particulier, le cinéma. Voilà, tout le monde doit pouvoir y aller. Tout le monde doit pouvoir trouver du plaisir à y aller. Et ça doit se passer le mieux possible pour tout le monde. Ok, carrément. Alors, les films que nous passons, et ça c'est dans le dialogue qu'on a avec le cinéma, c'est forcément un film du moment, qui vient de sortir il y a 8 jours, il y a 15 jours, mais surtout pas il y a 6 mois. Ouais. Évidemment, ce sont des films tout public, comédie tout public, films d'animation. On évite les films d'épouvante, les films de guerre, les comédies trop dramatiques. Voilà, c'est vraiment... que tout le monde puisse venir en famille ou seul, mais passer un bon moment au cinéma, un samedi après-midi, à un horaire où il y a beaucoup de monde. Alors pour ça, on a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles, mais dans la durée. Ça veut dire quelqu'un qui vient, c'est un engagement moral plus qu'autre chose, mais s'engagera à venir sur une saison. La saison étant... septembre, juin l'année suivante, quoi, grosso modo. Aujourd'hui, on arrive à être 8 à chaque séance, et on a un volant derrière tout ça d'une petite quinzaine de personnes depuis le début. Mais si on accepte les nouveaux, sans aucun problème. Si quelqu'un veut venir participer, il peut venir, on lui expliquera ce qu'il faut. On a des éléments de langage, on a des consignes. Il ne faut pas avoir peur non plus de mal faire, c'est que vous allez être là pour former entre guillemets la personne à bien... Oui, il y a forcément un temps d'adaptation. Les nouvelles personnes qui viennent vont commencer par être en duo avec un bénévole un peu plus aguerri. Mais voilà, au bout de 2-3 séances ou de 2 séances, en fonction des capacités, des compétences, on va lâcher la bride et chacun va pouvoir assurer ce qu'il a assuré. Tout à fait. Voilà. De toute façon, toutes les séances, on fait un petit briefing avant pour rappeler des consignes. Je me doute, Et du coup, on va rappeler un petit peu, vous avez un site internet, c'est transfertlh.fr, il me semble. Transfert, ça s'écrit TRNASFAIRE. Tout à fait. Voilà, la contraction de transmettre et de faire. Transfert LH. LH pour le Havre. Donc si on veut retrouver vos séances de cinéma ou vos apéros, donc c'est sur votre Facebook peut-être ? C'est sur le Facebook, c'est sur le site internet effectivement. Et sinon, on a une liste de diffusion, donc s'il y a des gens qui veulent absolument avoir une information personnalisée, il suffit de nous donner une adresse mail, on rajoute dans notre liste de diffusion et on envoie de l'information assez régulièrement. Alors pas que sur les activités qu'on fait, on peut aussi transmettre de l'information un peu plus formalisée sur l'évolution d'un certain nombre de pratiques, sur les nouveaux dispositifs. En ce moment, c'était les 20 ans de la loi de 2005. Voilà, il y a un certain nombre d'articles de presse qui sont sortis, ça on peut aussi diffuser. C'est l'actualité un petit peu globale. C'est l'activité autour du handicap au sens large du terme, Ok, super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ? Alors oui, ça c'est les principales activités qu'on fait, mais on a aussi pas mal d'autres choses, beaucoup plus institutionnelles, donc des partenariats avec des structures du territoire, notamment avec le CCAS de la ville du Havre, où on co-organise et on co-anime la journée des aidants au mois d'octobre. Évidemment, avec la ville du Havre et son service handicap, on participe aussi à la quinzaine du handicap au mois de novembre. Et avec la ville de Montivilliers, on a la chance depuis l'année dernière de co-organiser, de co-animer, ou en tout cas de participer à ça, à la nuit du handicap. Et ça, c'est au mois de juin. Super moment. Ok, trop cool. Du coup, dans tous les cas, il faut vous suivre sur Facebook ou sur votre site pour pouvoir avoir un peu tous ces moments clés. Donc, complètement. Que ça soit les cinémas, les apéros et tous ces moments que vous venez de citer. Absolument. Donc, rendez-vous sur leur Facebook ou sur leur site internet transfertlh.fr et transfert FAIRE.
Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Avec grand plaisir. Après ce reportage, on passe à notre chronique dans ton quartier avec une immersion aujourd'hui dans le festival Déviation au volcan. On vous fait découvrir ce bel événement culturel qui transforme le théâtre en un lieu d'expérimentation et de rencontres artistiques. Et pour nous en parler aujourd'hui au micro, c'est Benjamin qui nous rejoint dans le studio. Avant ça, 2 titres à écouter pour se mettre dans l'ambiance musicale en cette fin de journée. Au Royaume-Uni, Jungle nous chante Keep Me Satisfied et une nouveauté de Yesness arrive. On ira donc aux États-Unis pour écouter Nice Walrus, un duo avec Kishi Bashi. Jungle, Keep Me Satisfied à l'instant sur Westrack Radio. Vous écoutez toujours le Magal West aujourd'hui et on retrouve le festival Déviation dans un instant. Le temps de profiter de cette nouveauté de Yesness, Nice Walrus. On l'écoute ensemble.
Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Le Magal Ouest sur Westrack Radio. Aujourd'hui, on plonge en immersion dans l'édition 2025 du festival Déviation, un événement toujours aussi surprenant et hors norme. Le festival Déviation revient pour une deuxième édition encore plus audacieuse, du 24 février au 15 mars 2025. Alors laissez-vous surprendre par des créations contemporaines, inédites au Volcan et chez les partenaires culturels. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin du Volcan. Salut Benjamin, merci d'être avec nous. Bonjour Lucie. Benjamin, avant tout, est-ce que cette édition 2025 est à la hauteur de votre ambition la plus déraisonnable ? Tout à fait. Là vraiment, je pense qu'on poursuit vraiment l'idée qu'on avait avec la première itération du festival Déviation, et on va vraiment continuer à aller plus loin encore dans les thématiques abordées et les dispositifs scéniques, la réflexion en fait des artistes autour du dispositif scénique, des nouvelles formes de dramaturgie. On va avoir des artistes qui vont explorer, hybrider en fait les champs, les disciplines, la recherche scientifique, philosophique, ou le rapport entre la fiction, le réel. Donc le public vraiment va être invité à dévier de son parcours habituel et pour participer en tout cas à une expérience assez singulière, un peu en dehors des codes de représentation classiques. Voilà, en tout cas pour... Et Déviation, c'est un festival qui ne suit jamais les lignes droites. C'est quoi la plus belle bifurcation que vous avez prise cette année dans la programmation ? Alors, il y en a plusieurs, mais là, je pense tout de suite en fait au spectacle Je suis une montagne de Eric Arnalburchi. Là, vraiment, on est tout à fait dans le cœur de ce que peut proposer Déviation. En fait, le metteur en scène, déjà habitué à des spectacles assez immersifs, des installations très particulières, là, il va nous inviter en fait à nous placer dans un hamac. Et pour le coup à ressentir vraiment avec tous nos sens, sauf justement celui de la vue qui est d'habitude sollicité dans les spectacles, à ressentir ce que c'est que d'être une montagne, un rocher, un élément naturel. Donc il va vraiment partir sur plein de un dispositif qui met en scène plein de grondements sourds, de lumière assez éclatante, de chaleur, de pluie, de vent. On va même avoir d'ailleurs un petit équipement un peu tout terrain pour participer au spectacle. C'est vraiment là, il s'émancipe totalement de la question omniprésente de la vue au théâtre pour proposer autre chose, une autre expérience de théâtre en fait, qui n'en est pas vraiment une finalement. Voilà, donc ça va être vraiment très intéressant je pense, et une vraie expérience pour les spectateurs. Et c'est quoi cet équipement tout terrain dont tu nous parles ? Alors je pense que c'est plutôt, on va dire, une petite cape de pluie en gros, pour voir. Je crois qu'il y a en fait aussi un masque en fait justement pour limiter un petit peu la vue en fait dans le spectacle. Mais c'est surtout pour protéger des éléments qu'on va subir un petit peu sur scène. En tant que montagne du coup. Tout à fait. Déjà l'année dernière, Déviation, c'était un terrain de jeu pour les artistes et les spectateurs. Est-ce qu'il y a d'autres jeux fous comme celui-ci que vous proposez cette année ? Il y en a, alors des jeux fous, je pense que je peux parler peut-être de Théo Mercier. Je sais pas si on peut parler d'un jeu ou d'une interaction avec l'œuvre, mais le côté assez fou, c'est que ça va être un spectacle debout, et c'est aussi le sujet qui va vraiment nous déplacer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir au théâtre et de la manière dont on l'intègre en tant que spectateur. Là, Théo Mercier, on l'a déjà d'ailleurs accueilli au Portique. Il avait fait une exposition qui traitait un petit peu du recyclage, des encombrants, on va dire, qui sont rejetés par la mer, et je crois que cette expo s'appelait Nécrocéan, une très belle expo sur le recyclage, et là il revient avec une thématique assez radicale autour du déchet, toujours, et il a vraiment une réflexion d'ailleurs, puisqu'il travaille à partir de déchets recyclés, sourcés localement, qu'il va là carrément importé sur scène, donc ça va être un plateau un peu surélevé, les spectateurs vont être autour et on va voir évoluer deux personnages en latex qui vont performer une sorte de danse autour de la métamorphose et de l'amour. Donc il va y avoir quelque chose d'assez ambigu et au départ peut-être un peu dérangeant, transgressif, avec ce décor un peu post-apocalyptique, mais en fait il va s'y déployer une poésie assez
assez douce qui infuse vraiment l'installation et la performance. Parmi les artistes invités, est-ce qu'il y en a qui ont chamboulé la perception, peut-être la tienne, peut-être celle du volcan, de l'art ou du spectacle vivant ? Il y a l'exposition Pareidolia, qui va avoir lieu au volcan, enfin qui d'ailleurs est déjà en place au volcan, et dont l'artiste proposera des visites. Donc Maë Hazard, qui nous propose toute une série de photographies, de pellicules en fait, enfin de souvenirs photographiques qu'elle a laissé moisir dans des boîtes ou dans ses placards. Et en fait, la moisissure va prendre le pas, va attaquer ces négatifs pour réinterpréter ces souvenirs et laisser en fait la place aux gens à faire leurs propres interprétations. Et je trouve que c'est assez joli. En tout cas, ce qui m'a fasciné, c'est comment en fait à travers ce médium et surtout les souvenirs qu'on se crée, comment la moisissure, le champignon va apposer une nouvelle interprétation et permettre à chacun de s'emparer justement comme il le souhaite de la photo. Donc ça, je trouve que c'est assez poétique et c'est une très belle découverte que j'avais fait déjà un petit moment puisque je connais un petit peu Maë et voilà, moi c'est une expo qui m'a beaucoup touché. Comment le temps aussi impacte du coup les souvenirs Tout à fait. Indirectement. D'ailleurs, il y aura un focus sur Westrack sur cette exposition, sur ce temps fort, donc restez bien à l'écoute. On va parler de la scène émergente aussi, ça a toujours une place de choix au volcan mais aussi dans le festival Déviation. Est-ce qu'il y a des artistes ou des collectifs dont on n'entend pas encore trop parler et qui pour toi sera mis en lumière et dont tout le monde va parler après ce festival? Alors, je peux peut-être citer une artiste typiquement havraise qui nous propose un spectacle qui s'appelle Nous étions la forêt, une sorte de comédie musicale collapsologiste qui nous met face à nos propres contradictions en matière d'éco-responsabilité. En fait, ce spectacle-là, d'ailleurs, on l'avait accueilli l'année dernière avec le réseau PAN et notamment dans le dispositif Fragment, qui propose aux artistes, aux jeunes créateurs de montrer des maquettes de spectacles et là du coup Agathe Charnay avec sa compagnie La Vie Grande revient justement pour nous présenter son spectacle entièrement créé. Agathe Charnay, justement avec ce spectacle-là commence à faire un petit peu de bruit. Elle a eu l'occasion d'avoir quelques articles dans des magazines comme Scène Web, et je pense que ça va être un grand spectacle où en fait d'ailleurs elle le dit elle-même, ça va être un grand cri pour le vivant, rempli d'espoir et de fougue, et je pense que ça va être un très beau spectacle. Et d'après vos prévisions, est-ce que vous avez pu déjà observer en amont, peut-être l'année dernière aussi, quel type de réaction vous attendez du public cette année ? Est-ce qu'ils vont être plutôt joueurs, plutôt curieux, plutôt déroutés ? Justement, on aimerait bien. L'objectif de Déviation, c'est vraiment de dérouter le spectateur, qu'il vienne découvrir curieux et assez ouvert d'esprit, expérimenter des choses, voir des artistes qui traitent des sujets de manière assez folle, voire dérangeante. On attend des spectateurs qui aient envie d'être déplacés en fait, que ces spectacles les fassent dévier un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir, d'être assis devant un spectacle où ça engage une vue, une réflexion, mais là vraiment engager aussi des sensations et une expérience qui soit un peu autre, venir aussi débattre. On a au sein de Déviation, et on va pouvoir aussi avoir des rencontres aux arts citoyens, rencontrer les artistes et venir échanger avec eux, débattre, comprendre pourquoi ils ont utilisé ces dispositifs scénographiques, pourquoi traiter de ces sujets scientifiques qui traversent leurs œuvres. Voilà, je pense que vraiment c'est venez, soyez curieux et puis venez en parler, en discuter avec nous et avec les artistes. L'année dernière, c'était la première édition, une deuxième édition. Ça permet aussi de faire un bilan. Est-ce que l'année dernière, il y a un moment où vous vous êtes dit, là, on a vraiment réussi quelque chose d'unique, on a réussi cette déviation du public ? Alors oui, en effet, notamment avec un titre phare de l'édition de l'année dernière, une pièce d'Émilie Rousset. Alors une pièce, on pourrait parler aussi d'installation,
reconstitution. D'ailleurs, c'est le nom de la pièce qu'elle a co-signée avec Maya Bocquet, et en fait qui s'appuie sur les archives du procès de Bobigny en 72, où l'avocate Gisèle Halimi défend une mère et sa fille jugée pour l'avortement de la jeune fille suite à un viol. Donc c'est un dispositif qui était vraiment original, c'était vraiment sur place, et le spectateur était invité en fait à aller d'îlot, de naviguer d'îlot en îlot, où dans chaque îlot en fait un interprète reprenait un récit, une archive, et l'interprétait à sa manière. Les interprètes tournaient, les spectateurs tournaient, donc c'était vraiment, il y avait une sorte de dispositif aussi hybride avec l'idée du musée aussi, de cette reconstitution d'archives en direct vivantes. Donc ça avait quelque chose, c'était vraiment très réussi. Ça a eu beaucoup de succès auprès des spectateurs, on en a pas mal parlé, même dans la presse et tout, donc on était vraiment très contents de, on va dire, ce titre un peu phare de cette première édition. Et à l'inverse, est-ce qu'il reste encore des défis, un cap à franchir peut-être pour d'autres éditions, on l'espère ? Alors oui, je pense qu'il y a encore plein de choses à imaginer. Je n'ai pas forcément d'idée précise de ce qui pourrait avoir lieu, mais continuer un petit peu aussi à développer les parcours, à sortir de la salle de spectacle. Ce qu'on va faire d'ailleurs cette année avec une petite pièce musicale d'Antoine Berland avec Watt qui va tourner un peu en médiathèque. Et je pense que cette idée de sortir un peu de la grande salle ou voire de la petite salle, de sortir des murs et de faire des projets en fait sur tout le territoire avec les partenaires culturels avec qui déjà on fait pas mal de choses. Ça vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de continuer et d'impulser d'autant plus dans les prochaines éditions. Et on a pu le voir déjà l'année dernière, Déviation, c'était aussi une manière de penser autrement les espaces et le rapport au monde. Cette année, est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Est-ce qu'il va peut-être y avoir des aménagements au volcan, des choses qui vont pousser, fleurir pendant ce temps de déviation ? Eh bien non, pas forcément cette année. On a un partenariat avec le Portique pour une exposition chez eux et une exposition dans nos murs, mais on n'a pas cette année d'installation à proprement dite qui va fleurir dans les murs du volcan. Est-ce qu'il y a des spectacles qui questionnent justement l'espace et le rapport au monde ? Pardon, c'est une colle. Non, je dirais qu'il y en a pas mal, presque tous en fait. Je parlais de Je suis une montagne, mais comment dire, Théo Mercier avec son spectacle autour des déchets et sa manière d'installer le plateau avec des déchets justement du Havre. On va avoir aussi, j'en ai pas forcément trop parlé, mais le spectacle qui va ouvrir le Festival Déviation, c'est un spectacle de Cléa Petroleddi, Personne n'est ensemble sauf moi, où à partir de sa rencontre avec des jeunes en situation de handicap invisible, elle va avoir envie de les porter sur scène, en fait, de leur donner la parole pour donner la parole à plutôt que parler à la place d'eux. C'est un peu sa conviction, et du coup elle va mêler ça avec une narration empreinte de réel qui va se mêler à une fiction historique et mythologique, donc un récit incarné par des comédiens professionnels mais qui sont eux aussi porteurs de handicap. Et en fait l'idée c'est vraiment de brouiller les pistes, de flouter la frontière entre le récit, le vécu, le conte, et c'est vraiment dans l'idée de rendre grâce aux différences, de remettre en question la norme, de voir ce qui rend unique les gens au-delà de leur handicap justement, et d'inviter avec une grande délicatesse à remettre en cause les stéréotypes ou les préjugés qu'on peut avoir. Le festival, il a toujours une dimension collective très forte. Comment ça se transmet cette année ? Eh bien, on a toujours un partenariat, comme je disais tout à l'heure, avec le Portique et une exposition d'Isabelle Cornaro, qui s'appelle Loop and Whip. Donc au Portique, on a aussi toujours un bus d'ailleurs, comme on avait l'année dernière, un échange, une proposition où on emmène le spectateur en bus à partir du Havre pour aller voir un spectacle de Karine Piazzi au passage à Fécamp. On a aussi avec le TBD, justement, on en parlait là, mais Cléa Petroleddi qui va proposer un spectacle.
Donc on continue un petit peu ces échanges avec les médiathèques aussi. Là, beaucoup de médiathèques dans la tournée de Watt, qu'on retrouvera vraiment un peu partout sur le Havre. Je n'ai pas parlé non plus du processus qui est une petite pièce, une petite forme créée par Johan Iberts, qu'on avait d'ailleurs pu découvrir dans l'édition de Déviation, qui était inclus dans Déviation l'an dernier, sur une pièce qui était Fucking Eternity, qu'on pouvait voir justement à l'occasion de ce départ en bus vers le passage à Fécamp. Et là, Johan Iberts s'empare d'un texte de Catherine Verlaguet pour une mise en scène sensible et très juste qui part à la rencontre des adolescents pour parler de la question de l'avortement, Claire, c'est une ado de 15 ans, elle est amoureuse et elle a fait l'amour pour la première fois et du coup, il se passe des choses dans son corps et là, c'est l'inquiétude qui va prendre un peu le dessus parce que elle doit prendre une décision qui va impacter le reste de sa vie et en fait, c'est une interprète seule qui va intervenir, qui interprète Claire du coup, qui intervient dans une salle de lycée et de collège et les lycéens, les collégiens vont avoir un casque et vont pouvoir écouter sous tous ses ressentis de manière très fine et très subtile. Donc c'est un très beau récit à la première personne qui traite du sujet de l'avortement et ça tombe bien parce que on va bientôt célébrer les 50 ans de la loi Veil autorisant l'IVG en 2025. Voilà. Je pense qu'on a fait un tour à peu près de tous les spectacles qui sont proposés. On retrouve tout ça sur le site du Volcan directement, les tarifs aussi pour les spectacles. La billetterie est ouverte déjà. Tout à fait. À présent. Oui. Et puis donc cette immersion se termine, mais le festival, lui, vous attend du 24 février au 15 mars 2025. Je vous invite à aller piocher vos spectacles préférés, à aller découvrir directement sur le site du Volcan. Merci beaucoup Benjamin pour ta présence aujourd'hui. Quant à nous, on se quitte. Je vous souhaite un très très bon week-end, une bonne fin de journée. Comme toujours, rendez-vous lundi pour un autre numéro du Mag à l'Ouest. Ce sera à 17h. Très belle soirée sur Westrack.
publicité. Bim! Break de 20 secondes.